Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, faisons ce matin une typologie des discutants du dimanche. Un exercice qui devrait permettre aux masses souvent moins avisées de bien orienter leur sympathie et leur confiance à ces acteurs qui chaque fois les déçoivent souvent à la fin. Il faut vite rappeler que si les Camerounais sont moins engagés en politique, c'est aussi à cause des changements brusques et inexplicables des acteurs du dimanche qui se positionnent souvent comme des leaders d'opinion, des porteurs de cause ou des prescripteurs des attitudes politiques. Tellement les Camerounais se sentent aujourd'hui assez abusés qu'ils ont décidé d'enlever leurs organes de ces affaires des hommes du dimanche. Beaucoup ont fini par changer de veste ou par dealer avec le régime, non pas pour le combattre de l'intérieur, mais pour sécuriser juste leurs estomacs, mettre leurs estomacs à l'abri de la famine. Alors pour essayer de mieux situer les masses sur ces hommes et réduire les abus et les taux de déception, on a décidé de procéder ce matin à une certaine taxinomie, une certaine typologie. Parmi les catégories des gens qui parlent souvent le dimanche, on a d'abord les critiques acerbes, les dénonciateurs acerbes, les discutants qui critiquent violemment les gens qui sèment le trouble au sommet de l'État et mettent la République en l'air. Ce sont des acteurs qui font ça dur au renouveau. Dans cette catégorie, il y a 3 sous-catégories. La première sous-catégorie est constituée des révoltés altruistes. Ça veut dire des discutants qui ont vraiment le mal du régime au-delà de leur propre situation, au-delà de leurs problèmes personnels. Ils ne critiquent pas pour que leurs problèmes personnels soient résolus, mais pour que les problèmes de tout le monde, de tous les Camerounais soient résolus. La deuxième sous-catégorie est composée des révoltés égoïstes. Ils critiquent, ils dénoncent à cause de leurs problèmes personnels ou claniques, de sorte que dès qu'ils sont résolus, ils disparaissent des médias et ils commencent à critiquer ceux qui critiquent et deviennent même parfois subitement des louangeurs du renouveau. Vous verrez que les discutants de cette sous-catégorie ramènent toujours le débat au niveau de leurs problèmes personnels. Donc, s'ils n'avaient pas de problèmes personnels avec le régime, ils n'allaient jamais venir sur les plateaux l'eau lavée. La troisième sous-catégorie est constituée des clientélistes, ceux-là qui ont compris que pour séduire le régime, on n'est pas toujours obligé de l'encenser. On peut aussi passer par la case de la critique acerbe dans le but de provoquer un cessez-le-feu qui doit se solder par le prends aussi ta part et ferme ta bouche. Ça a souvent été une bonne entrée dans la mangeoire. Beaucoup ont trouvé leur compte en opérant dans la critique violente. C'est une autre stratégie de séduction du régime. À côté des critiques acerbes déclinées en 3 sous-catégories, on a la catégorie des équilibristes qu'on peut décomposer en 2 sous-catégories. La première sous-catégorie est composée des équilibristes de la triangulation, les triangulateurs. Ils font dans l'équilibrisme calculateur. Ils veulent garder leur chance des 2 côtés, le côté du pouvoir et le côté du peuple et de l'opposition du changement. Vous remarquerez qu'ils provoquent toujours des nuances partout. Ils forcent toujours le partage des responsabilités entre les 2 camps. Vous leur posez la question sur l'assassinat de Martinez, ils trouvent le sang-froid pour vous dire que d'un côté, le régime a mal fait, de l'autre, Martinez lui-même a creusé sa propre tombe. Une façon de dire que dans une certaine mesure, il méritait la mort. Si vous leur parlez de la détention du professeur Alain Fouguet-Tédom, ils forcent l'équilibre en disant que d'une part, c'est inadmissible, d'autre part, le régime est aussi dans son droit. Donc, ils cherchent toujours à provoquer l'équilibre, ils forcent l'équilibre pour laisser les chances de dealer avec tous les camps. La deuxième sous-catégorie est constituée des faux courageux. Ils adoucissent toujours leurs critiques avec l'équilibrisme. Ils parlent un peu mal du régime, après ils diluent parce qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Ou alors ils se souviennent que le régime les tient quelque part. Le régime risque de les tenir sur une affaire en cours. Ils préfèrent toujours couper la poire en 2 pour garder leur chance intacte.
Ils veulent se présenter comme des critiques acerbes, mais ils sont tenus par la peur des représailles. Du coup, même sur un cas d'assassinat par le régime, ils réussissent quand même l'exploit de trouver la part des responsabilités de la victime dans l'affaire. Après cette deuxième catégorie et ces deux sous-catégories, on a la troisième, la catégorie des défenseurs du régime. Les gens qui soutiennent tout, même les assassinats. Ici, on a aussi trois sous-catégories. D'abord, la sous-catégorie des fanatisés. Ils sont vraiment sincères dans leur soutien, soit par manque de lucidité politique, soit par tribalisme. Ensuite, on a la sous-catégorie des opportunistes clientélistes. Ils viennent défendre leur estomac sur le plateau ou alors ils veulent aussi le garnir. Enfin, on a la sous-catégorie des chauves-souris. Ils soutiennent le régime sans réelle conviction. Ils le soutiennent sur le plateau, mais en off, ils donnent toujours totalement raison à leurs contradicteurs. Quatrième et dernière catégorie, c'est celle des stars de la télé. Leur problème, c'est de passer seulement à la télé. Que leur famille, que leurs amis sachent qu'ils passent aussi à la télé, c'est tout. Cela parle souvent sans conviction. Ils ont toujours des positions fluctuantes, difficilement saisissables. Vous ne les comprenez pas finalement. Voilà les 4 catégories qui nous semblent pertinentes dans la classification des discutants du dimanche. Bon début de semaine à vous tous. Elle était neutralisée, mais que les gens sont en train de revenir à la raison et de déposer les armes en disant ok, conformément à la loi fondamentale, le pays n'étant pas en crise, il faut maintenir le calendrier. Et donc quand il dit également qu'il conduit le Cameroun vers les grandes opportunités, on part du principe que 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, en 2025, le Cameroun, justement, a franchi un pas supplémentaire vers l'émergence. D'autant plus que 2025, ce sera 10 ans seulement avant 2035, le jour où nous aurons atteint, en théorie, selon lui, le point d'achèvement du calendrier de l'émergence. Donc, normalement, dont le Cameroun se porte très bien économiquement en 2025 grâce à Paul Biya, et les élections doivent se tenir. Sauf s'il convainc, pour une fois, avec le MRC, que le Cameroun économiquement, c'est une récession permanente comme à plusieurs échelles de l'infrastructure sociale nationale. Donc soit il est cohérent et le Cameroun progresse, et donc le Cameroun, grand pays qu'il est, a la capacité d'organiser tout type d'élections selon la définition, selon le calendrier qui a été fixé, soit le Cameroun n'a pas pu s'autonomiser et est incapable en 2025 d'organiser ces élections. 4 peut-être. Et là, dans ce qu'il faudrait qu'on explique de quel type d'émergence nous rêvons 10 ans plus tard, quand justement sur les 7 dernières années, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On est dans un paradigme de cohérence et il est évident, selon notre constat, que c'est la chose la moins partagée dans le régime d'en face. Une question, peut-être en attendant, l'enjeu, il semble, ce n'est pas que le Cameroun, le calendrier soit strictement, rigoureusement respecté au Cameroun. Il paraît, d'après de nombreuses analyses, que l'enjeu fondamental pour le MRC, c'est pouvoir avoir la chance ou une chance d'avoir un élu issu de ses rangs, ce qui lui permettrait de remplir une condition fondamentale pour pouvoir investir un candidat à la présidentielle. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe particulièrement au sein du MRC? Bon, le MRC, les élections qui viennent ne sont pas le seul cas de figure où le MRC pourrait présenter des élus. Qu'adviendrait-il si un élu d'un autre parti politique intègre le MRC, il prend la carte du MRC, il deviendrait un élu du MRC, qui permettrait au MRC d'avoir la légitimité de présenter un candidat à l'élection. Le militant d'un parti donné peut déserter et intégrer le MRC et prendre la carte. Actuellement, nous sommes à l'intérieur d'une coalition, l'Alliance pour le changement, qui contient des élus issus d'autres partis politiques. Vous avez en 2011 la jurisprudence Paul Aya Abiné qui avait quitté le RDPC et qui avait créé sa formation politique au début de l'année 2011, le People's Action Party, le Parti d'Action Populaire. Le pape, et qui s'est présenté justement, il était désormais militant du Parti d'Action Populaire, et le Parti d'Action Populaire a pu porter un candidat à la magistrature suprême. Ça n'a pas causé le moindre souci à ce moment-là, dont le MRC a la même possibilité aujourd'hui.
pas forcément de présenter comme candidat la personne qui a intégré le MRC par la suite alors qu'il était élu d'un autre parti à la base, mais en tout cas à partir de là, le MRC possédant un élu peut décider librement de qui en son sein peut devenir le candidat. Une fois que le corps électoral sera convoqué à celui, peut décider de celui qui justement en son sein peut devenir le candidat du parti. Maintenant pour les élections à venir, évidemment en fait on se base d'abord sur la Constitution. Avant qu'on ne dise que ça permet au MRC d'avoir un élu, c'est la Constitution qui, d'office, fixe le mandat des députés il y a 5 ans, qui arrive à expiration en 2025 et qui donc, de facto, puisqu'on parlait de fait, permet à ceux qui, justement, battent campagne d'avoir des candidats et maintenant, s'ils le désirent, s'ils veulent prétendre à la magistrature suprême, ils mettent en avant quelqu'un qui sera leur porte-flambeau et qui va donc justement, devenir président. Mais il y a 1001 possibilités, ce qui a poussé Maurice Kamto à vous dire que même si l'élection venait à se tenir aujourd'hui, il serait, illégible. Donc il faut mettre un terme à la désinformation et à l'imposture intellectuelle qui consiste de la part, justement, du camp au pouvoir à dire aux Camerounais que le MRC, dans le cas des figures actuelles, n'a pas d'élu ou que il est légitime de reporter les élections municipales et législatives sur la seule base. Parce qu'actuellement, quand on discute avec ces gens-là, à aucun moment, ils ne nous parlent de l'argument financier que vous venez d'évoquer. Ils nous disent, si maintenant on décide vous n'aurez même pas d'élu, vous n'aurez même pas de candidat parce que nous, on va même prolonger les élections. Ou alors des Camerounais neutres. Ils nous disent, neutres, il n'existe pas de neutralité en politique, mais des Camerounais désireux vraiment de choisir. Pas encartés en tout cas. Oui. Des Camerounais pas encartés. Ou qui ne savent pas justement, même quand ils sont encartés, qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Quand je dis encartés, je parle de la carte d'électeur. Ils en ont une, mais ils ne savent pas encore à qui ils vont accorder leur voix. Et certains d'entre eux nous disent, on pourrait voter pour vous. Le problème, c'est que feriez-vous si le régime décide pour vous empêcher d'avoir un candidat, décider de reporter les municipales et les législatives. Et nous estimons qu'il est important de remettre dans la tête des Camerounais, remettre la balle au centre, comme on dit. Les Camerounais doivent savoir qu'ils ne doivent pas accepter. Ce n'est pas un caprice gouvernemental, je le redis encore. Un président ne se lève pas un matin et dit, comme l'opposition, me sort de partout.